Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Une vie de liberté. Je suis Tony, entrepreneur, marchand de biens et investisseur. Auparavant chef d'entreprise, prisonnier d'une belle rat race, ce métro boulot dodo infernal, j'ai fait un burn-out en 2012 qui a tout remis en question. Je voulais changer de vie pour tout simplement vivre, avoir du temps pour profiter de ma famille et de mes proches, voyager et faire au quotidien une activité riche de sens. Grâce à mes investissements, j'ai réussi à atteindre mon indépendance financière en 2018 et depuis 2019, je partage ma passion de la liberté tous les 15 jours sur ce podcast et dans tous mes contenus. Je parle beaucoup d'argent et d'investissement, mais aussi de développement personnel avec parfois une pointe de philo, de dépassement de soi et surtout de cette belle, chère et tendre liberté. Parce que même si l'argent est indispensable pour être libre dans ses poches, je suis convaincu que la liberté ne vaut rien si l'on n'apprend pas d'abord à être libre dans sa tête. Et si d'aventure vous désirez aller plus loin avec moi, je vous propose des livres, des coachings ainsi que des programmes de formation en ligne pour vous permettre d'accélérer votre route vers la liberté. Et si vous voulez un avant-goût de tout ça, je vous ai même préparé une formation complète de plus d'1h20, totalement gratuite, qui s'appelle « Les 4 piliers de l'indépendance financière ». Elle a déjà été téléchargée plus de 1500 fois et elle réunit et elle explique tous les leviers que j'ai utilisés et que j'utilise encore pour vivre cette belle liberté au quotidien. Tout ça est disponible sur notre site www.abinvest.net ou alors en description de cet épisode. Et c'est à nouveau avec la gorge en feu et un grand plaisir que je vous retrouve pour cet épisode. Une semaine assez mouvementée pour moi, donc je suis content d'arriver à trouver ces 2 heures pour enregistrer ce podcast. C'est toujours, c'est dans ce genre de semaine, c'est toujours un challenge, mais ça me fait vraiment plaisir de pouvoir enfin vous retrouver pour enregistrer ce podcast ensemble. Et je vous propose de commencer, comme je le fais tous les 15 jours, en remerciant tous les gens qui m'ont écrit sur YouTube suite au podcast de la dernière quinzaine. Alors un grand merci à Mathieu, Evra, Clément, Alpha, Gérard, Xavier, Pierre, Florian, Road to Audier 8, Florian, David, Stéphane, Sylvie, Clément, Steph, Mohamed, Ben, Mathéo et Gaël. Et quel podcast la semaine dernière, on va avoir le temps de revenir dessus. Ça a été mouvementé. Nous sommes 5704 sur YouTube. Là aussi, ça a été mouvementé. C'est descendu, puis c'est remonté. On en parlera tout à l'heure. Et nous sommes à 481 notes sur Apple Podcast, 4 notes de plus. Merci beaucoup à vous de jouer le jeu d'Apple Podcast. C'est vous qui m'aidez à faire connaître aussi mon travail. Et je vous rappelle que si vous voulez me contacter, le plus simple, c'est encore de le faire sur Instagram, sur mon seul et unique compte, Une vie de liberté avec la petite étoile bleue. Voilà, n'hésitez pas à me rejoindre. J'essaye de partager du contenu régulièrement en story. Et si vous avez envie de me parler, c'est là que vous pouvez le faire. Et j'en profite pour remercier encore tous ceux qui prennent le temps de liker, de commenter les épisodes. C'est aussi vous qui faites vivre ce podcast. Et je vous propose qu'on passe à la première rubrique des news. Alors les news, je vais vous reparler des événements des Gentlemen Investisseurs. Le surf est complet, ça y est. On partira au surf au mois de juin à Biscarrosse. Il est complet. Mais il reste encore quelques places pour le MMA à Alès. Cette année, on a eu des désistements, donc il reste 2 places. Si vous voulez nous rejoindre, ce sera la dernière édition du MMA. Après, ce sera terminé. Ce mastermind tire sa révérence après une 4e édition. On arrête. On essaye de les renouveler aussi. Et on partira en avril à Leucate faire du kitesurf. Ça sera une première pour moi aussi. Si ça vous dit, vous avez tous les liens pour ça dans la description du podcast. Je vais vous parler aussi de la formation Division Foncière Expert qui va tirer sa révérence. C'est notre toute première formation qui était sortie en janvier 2020. Si je dis pas de bêtises, ça fait 5 ans déjà. C'est incroyable. Donc voilà, cette formation s'arrête et elle va devenir, alors on n'a pas encore le nom, mais une formation marchand de biens, vraiment au sens large. Donc il y aura un tout petit peu de contenu qui reviendra de Division Foncière Expert, notamment les fichiers d'analyse de formation, parce que ceci, il n'y a pas de raison que ça change. C'est encore ceux qu'on utilise 5 ans après. Mais par contre, on va vraiment enrichir le contenu division foncière et aussi le contenu marchand de biens. Et pour ça, on a tourné avec notre ami Mika. Mika, c'est Objectif Vivre Libre sur Instagram pour ceux qui le connaissent. Alors, c'est plus un objectif pour Mika de vivre libre maintenant depuis le temps, mais Mika est marchand de biens voilà, en Côte d'Or, et on a enregistré avec lui dans sa ville. On a filmé 7 de ses opérations. Nous, on va filmer aussi 3 de nos opérations de marchand de biens. Plus, on va revenir sur nos opérations de division foncière pour faire vraiment une formation
je sais pas comment elle s'appellera, marchand de biens, peut-être marchand de biens expert, mais je crois que c'est déjà pris. Donc, on va voir comment on va appeler ça. On va appeler cette formation, mais en tout cas, elle devrait arriver pour le 15 avril normalement. Et on est super excités. Je suis super content de pouvoir faire une formation marchand de biens au sens large qui sort un petit peu de la niche de la division foncière. Je sens que ça va être chouette. Et justement, on se retrouvera pour célébrer ça au Mastermind Marchand de biens avec Ben qui aura lieu les 26 et 27 juin dans nos bureaux. Donc avant, les précédents Mastermind Marchand de biens, on faisait ça 3-4 fois dans l'année. On prenait des tout petits groupes de 5 à 8 personnes. Là, ça sera une seule session dans l'année. Donc, il y aura 20 personnes en tout. Là, normalement, on a rempli la moitié à peu près. Il reste encore une dizaine de places si ça vous dit de nous rejoindre. Et la nouvelle formation Marchand de biens sera inclue dans le prix du séminaire. Donc je pense que ça va être très très chouette. On a hâte et normalement, si ça veut rire, ce sera dans nos bureaux. Donc j'espère que ça fonctionnera. Et puis je vais vous parler un petit peu de crypto puisqu'on a quelque chose qui va arriver à ce sujet. Donc la crypto pour tous ceux qui aiment ça, qui ont investi, qui attendent. En ce moment, c'est long, mais souvent, quand c'est long comme ça, c'est plutôt de bon augure. On a ce qu'on appelle une vraie contraction de la volatilité. On le voit, le Bitcoin en ce moment, il oscille, en tout cas au moment où j'enregistre. Ça aura peut-être bougé d'ici le moment où vous l'écouterez, mais entre 96 et 100 000 $. Et quand la volatilité se contracte comme ça, c'est signe souvent d'un grand mouvement directionnel. Alors, on espère à la hausse, mais ça peut aussi être à la baisse. Ça, on n'a pas de boule de cristal. C'est pour ça qu'il faut des bonnes pratiques pour investir en crypto. Et justement, on a une formation crypto qui est en préparation. Je vous en avais parlé un petit peu dans le dernier podcast, si je dis pas de bêtises, qui devrait arriver, j'espère, pour le 15 mars. Et là, la dernière, on l'avait fait avec Max, notre toute première formation, où on avait mis en avant la formation de notre ami Max. Max, il est concentré sur ses opérations de marchand de biens. Donc, c'est par quelqu'un qu'on connaît, dans la communauté des gentlemen investisseurs, qui n'est pas du tout sur les réseaux. Quelqu'un qui est un spécialiste de la crypto. Et pour toutes les raisons qui touchent le monde de la crypto en ce moment, ça vous a pas échappé. Voilà, des gens qui disent qui assument faire de la crypto sur les réseaux sociaux. Je veux pas vraiment rentrer là-dedans. J'ai pas envie de parler de choses aussi négatives, mais vous voyez parfaitement à quoi je fais allusion. La personne qu'on a trouvée veut s'en prémunir, donc a préféré garder son anonymat pour éviter tous les soucis, mais va pouvoir nous partager toute son expérience de la crypto dans cette formation. On en est très content. Aujourd'hui, c'est encore en tournage et ce sera vraiment chouette. C'est une formation ce sera sa formation, mais qu'on mettra en avant dans Une vie de liberté, puis avec les gentlemen investisseurs. Et ce sera vraiment orienté 100% pour les débutants. Une vraie formation pour apprendre quand on n'y connaît rien, parce que je sais que j'ai beaucoup de membres de la communauté qui ont envie d'investir en crypto, mettre quelques dizaines, quelques centaines d'euros par mois pour commencer à investir, surtout dans le Bitcoin, qui savent pas comment s'y prendre. Voilà, moi, je sais le faire pour moi, mais j'aurais pas la prétention, comme sur d'autres domaines, ou la bourse, où là, je connais sur le bout des doigts, de pouvoir l'enseigner. Je sais le faire pour moi, mais pas au point d'en faire une formation. Donc, j'étais content d'avoir trouvé une personne qui pourra vraiment expliquer tout ça avec les bons mots et le faire vraiment comme il faut en étant hyper pédagogue. C'est quelqu'un d'hyper pédagogue. Donc, ça arrivera pour le 15 mars et j'en suis très content. Et j'en ai terminé avec les news. Cette semaine, ça aurait été assez succinct parce que je veux qu'on prenne le temps de revenir sur le podcast de la dernière quinzaine. Un podcast qui m'a demandé un peu de, j'ai pas envie de dire de courage, faut pas exagérer quand même. Mais c'était important pour moi d'exprimer tout ça, d'exprimer mon avis sur ce qui se passe en ce moment en France, en Europe. On n'est pas aveugle, on voit toutes ces choses-là et de faire ce podcast Vaincre le gauchisme mental. Encore une fois, c'était pas un podcast pour donner des leçons. J'ai pas envie de dire aux gens je pense bien, vous pensez mal. C'était juste de planter une petite graine et de dire que la direction qu'on prend du collectivisme, peut-être qu'elle part d'un bon sentiment, mais en tout cas, elle nous mène pas au bon endroit, à mon sens. Et j'ai voulu plutôt que de faire une leçon de morale, c'est pas le but, c'est plutôt de dire voilà comment moi je vois les choses. On n'a pas essayé encore en France, et pourquoi pas essayer et ouvrir le dialogue surtout parce que je pense qu'on est nombreux à penser comme ça, qu'on a peur parce que, et on le verra dans les messages, on va revenir sur les messages,
quand on pense comme ça, on n'est pas le gentil, quoi. Donc forcément. Alors que au final, ça mène peut-être à plus de choses vertueuses que ce système collectiviste qui nous étouffe finalement. Et je voulais vous encourager à libérer aussi votre parole. Et le podcast a bien cartonné en termes d'écoute, ça vous a plu. J'ai battu un record de messages, de commentaires, c'est un truc de fou. Record de pouces rouges aussi, parce que sur la chaîne, en général, on est toujours à 95-96% de pouces bleus. Et là, on n'est qu'à 90%, donc on a eu 10% de pouces rouges. Beaucoup de commentaires positifs. Alors forcément, sur la chaîne Une vie de liberté, c'est des choses qui vous parlent, ces valeurs libérales de liberté d'entreprendre, liberté de créer. Donc forcément, j'ai aussi un public qui est acquis à ma cause, je le sais bien. Et j'ai eu quelques commentaires qui n'étaient pas d'accord, très argumentés, donc on va revenir sur ces commentaires-là, ou en tout cas qui questionnaient des choses que j'ai bien aimées. Et j'ai eu seulement quelques commentaires insultants que j'ai supprimés, bien entendu, vous vous en doutez bien. L'espace commentaire d'Une vie de liberté, c'est pas non plus la démocratie, c'est moi qui commande. Et il y a vraiment eu des trucs qui étaient juste insultants, que vous verrez pas, des gens que j'ai tout simplement bloqués sur la chaîne. Et ça en dit long du manque d'arguments parfois de certains. Voilà, donc on pourra vraiment en reparler. Et j'ai pris un commentaire aussi qui était assez virulent, mais qui était intéressant, sur lequel on va revenir justement, parce que ce sera aussi, je pense que ce sera vraiment intéressant. Allez, j'ai assez parlé. Premier message de Clément. Clément qui nous dit: j'étais en week-end avec des amis, je leur ai dit que la France était communiste, ils m'ont répondu: pas du tout, c'est trop libéral. Après, ce sont des fonctionnaires descendants de fonctionnaires, mais bon. Et effectivement, je voulais reprendre ce message parce qu'il illustre bien ce que beaucoup de gens vivent, ou je l'expliquais dans le podcast, mais il y a pas mal de Français qui ont l'impression de vivre dans un enfer néolibéral, alors que dans les faits, c'est collectiviste. Et j'en parlais à Ben l'autre jour, et Ben me dit: mais en fait, j'ai une super idée pour que les Français s'en rendent compte. Au lieu, à la place de fonctionner comme aujourd'hui, où c'est le patron qui paye à la fois les charges patronales et salariales, le patron devrait virer aux salariés l'intégralité de son salaire brut, vraiment le brut du brut, chargé, et ce serait aux Français, à la fin du mois, de faire le virement. Donc par exemple, un Français qui gagne 2 000 €, son patron lui virerait 4 000 € à la fin du mois, et en milieu de mois prochain, au 15, le salarié devrait lui-même verser la part de charge de son salaire, la part salariale et la part patronale. C'est ce qui se passe quand vous prenez par exemple, une femme de ménage à la maison. Vous payez sa part de charge. Alors maintenant, ils ont encore changé le système, mais avant, vous payez sa part de charge. Vous lui payez son salaire, peut-être par exemple 200 € pour un mois, et vous envoyez 200 € à l'URSSAF. Vous vous rendiez vraiment compte du coût du travail. Là, ils ont modifié le système pour qu'on s'en rende un peu moins compte aujourd'hui. Mais là, peut-être que les Français s'en rendraient plus compte que leur salaire, ils en donnent la moitié. C'est une question de perception. Et aujourd'hui, c'est bien plus facile de faire payer le patron. Déjà, pour une question de collecte, c'est bien plus facile d'aller taper une entreprise que d'aller taper des particuliers. Ça, on le comprend bien. Pour l'État, que c'est plus facile de collecter tout l'argent auprès de celui qui a collecté la richesse en premier, qui est le chef d'entreprise, plutôt que d'aller le chercher un étage en dessous sur les salariés. Mais comme ça, c'est bien plus facile de les opposer, parce que lui, le patron, il sait le chèque qu'il fait à l'URSSAF tous les mois. Je m'en souviens, quand j'avais ma boîte de travaux publics, je versais 100 000 € de salaire sur mon virement de salaire global aux salariés. Il n'y a pas un qui gagnait 100 000 €, mais mon versement de salaire global était de 100 000 et mon versement à l'URSSAF était de 100 000 € du coup tous les mois. Et je me voyais envoyer 100 000 balles à l'époque à l'URSSAF tous les mois, ça me rendait dingue. Donc moi, je m'en rendais compte de ça. Mais mes salariés s'en rendaient pas forcément compte. Et du coup, c'est bien plus facile d'opposer salarié et patron quand le patron se rend compte de toutes ces charges qui sont payées et que le salarié, lui, ne s'en rend pas compte. Donc voilà, mais ça veut dire encore une fois que faut peut-être pas attaquer aussi frontalement que toi, Clément, en disant la France est communiste. Mais peut-être ouvrir le dialogue pour planter une graine dans l'esprit des gens. Et je sais qu'il y a des gens qui m'ont écrit suite au podcast, qui m'ont dit merci tonton pour ton podcast. Ça a été dur à écouter parce que j'ai l'impression que je partage pas ces idées, mais tu m'as quand même fait réfléchir. Peut-être qu'il y a une petite graine qui a été plantée pour comprendre que le libéral n'est pas forcément quelqu'un qui est contre la solidarité, bien au contraire, je l'expliquais dans le dernier podcast. Nous, on a beaucoup donné avec Yann en 2024, et voilà, pourtant, on nous a pas mis le couteau sous la gorge. C'est des choses qui sont différentes. Merci à toi, Clément, pour ton message. On a un message d'Alpha qui me dit « Excellent podcast comme toujours, le courage est contagieux,
tonton 2027. Donc merci à toi, Alpha. J'ai voulu prendre ton message parce que je vous conseille pas. Dans ce podcast, je parlais vraiment d'idées libérales au sens large, au-delà de la politique franco-française et du clivage gauche-droite qui aujourd'hui ne veut vraiment plus rien dire, puisqu'on voit que même à droite, que ce soit à la droite républicaine classique ou à l'extrême droite, ce sont des collectivistes comme les autres. Ce sont des gens qui veulent toujours plus de taxes, plus de redistribution. Et je pense que pour l'instant, je vous conseillerais jamais pour qui voter. Et d'ailleurs, parce que vous êtes des grands garçons et des grandes filles, mais je pense pas qu'il y ait de proposition libérale en France. C'est ce que je disais, tout le monde est pour plus d'impôts, pour plus de collectivistes. Et je vous parlais de la grève dans le dernier podcast, et j'aime vraiment cette phrase de John Galt, on en avait parlé, qui dit « Vous pouvez éviter la réalité, mais vous ne pouvez pas éviter les conséquences d'avoir évité la réalité. » Et aujourd'hui, toutes ces politiques, elles sont en train de nous faire passer des vessies pour des lanternes, de nous expliquer, comme dans le message de Clément, la France est trop libérale alors que objectivement c'est ultra collectiviste. Un jour, on prendra les conséquences de cette réalité. On le voit pour le système des retraites, où aujourd'hui, clairement, on prend à Michael pour donner à Daniel. Quand on vous dit vous cotisez pour votre retraite, vous ne cotisez pas pour votre retraite. Vous payez la retraite de ceux qui sont actuellement à la retraite. Dans un système par capitalisation, là oui, vous cotisez pour votre propre retraite. Vous mettez de l'argent de côté et vous le faites fructifier pour votre retraite. Dans le système actuel, c'est pas du tout ça. C'est le système par répartition. On prend à Pierre pour donner à Paul, clairement. Donc, voilà. Quand la réalité arrivera, elle frappera et elle sera, elle sera ni de gauche ni de droite, la réalité. Ce sera juste la réalité. Et là, il faudra assumer ces politiques qui ne fonctionnent pas. Mais en tout cas, voilà, l'idée du podcast, c'était vraiment de vous encourager à parler dans ces temps de censure et à assumer vos idées. Et pour, à notre petite échelle, faire changer les mentalités, si on le peut, faire évoluer, faire comprendre aux gens, prendre conscience de ces choses-là, et pas opposer les gens, parce que le jour où ce système s'effondrera, on aura vraiment besoin de tout le monde pour reconstruire sur de bonnes bases. On a eu un message de David, un super message de David, très très long, sur lequel je voulais revenir et que j'ai fait résumer par ChatGPT pour pouvoir vous mettre dans le podcast une version lisible, parce que c'était vraiment trop long. Et donc, le message de David était vraiment intéressant. Il m'a dit qu'il appréciait la prise de position que j'ai prise et le fait que, contrairement à certains libéraux, je ne rejette pas des valeurs comme la bienveillance et l'entraide. Je vais commenter au fur et à mesure, mais ça encore pour moi, David, c'est des croyances limitantes. Ça veut dire que si t'es libéral, t'es pas bienveillant et t'es pas pour l'entraide. C'est caricatural et c'est pas le cas. David, il me rappelait que le socialisme, il s'est construit en réaction aux abus du capitalisme du 19e siècle où les travailleurs étaient exploités sans régulation et que selon lui, cette histoire continue d'alimenter une méfiance irrationnelle envers le libéralisme. J'ai pas assez, je vais être honnête, j'ai pas assez de bagages en histoire pour pouvoir te répondre là-dessus. Clairement. Il faudrait que je travaille un peu plus mon sujet parce que là, je pourrais pas te répondre là-dessus. Et notre ami David, il souligne aussi une incohérence chez l'extrême gauche. C'est plutôt que s'attaquer aux grandes multinationales qui posent problème, elle taxe surtout la classe moyenne, propriétaires, investisseurs, entrepreneurs, ce qui mène à un état trop intrusif. Et tu vois, ça, c'est encore un discours auquel je fais attention. Je te dis pas que les milliardaires sont irréprochables, que Bernard Arnault est irréprochable, que Elon Musk est irréprochable, mais encore une fois, ça va être opposé les grands patrons et les salariés. Et pour moi, on a besoin de ces grandes entreprises parce que c'est elles qui vont innover, qui ont les moyens d'innover, qui ont les moyens de changer le monde. Donc, je voudrais qu'on sorte de cette opposition en allant toujours chercher un responsable. Oui, non, mais en fait, l'extrême gauche tape sur les petits patrons. C'est pas les petits patrons le problème, c'est les grands patrons. Et ainsi de suite. On est toujours en train de chercher un responsable plutôt que de se dire, encore une fois, je suis responsable de mes choix, je suis responsable de la vie que je veux avoir, je suis responsable de mon bonheur. Et remettre encore une fois la responsabilité au cœur de l'individu. Et justement, David, à la fin, il insiste sur l'importance de trouver un équilibre entre liberté et responsabilité, c'est-à-dire être libre de mener sa vie comme on l'entend, tout en assumant pleinement les conséquences de ses choix et avec une justice efficace pour encadrer ses abus. Et là, je suis vraiment d'accord. Et David, il me posait 3 questions. 3 questions auxquelles on va répondre parce que c'était vraiment intéressant. La première, c'est comment protéger l'environnement et éviter l'exploitation humaine dans une société plus libre. Et là où, moi, encore une fois, ça me pose problème, c'est que
on part d'un biais, c'est que l'écologie, elle est forcément de gauche. Et du coup, il y a souvent cette blague en disant que les écologistes, c'est des pastèques, ils sont verts à l'extérieur et rouges à l'intérieur. Et c'est souvent un peu le cas. Et pour moi, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que l'écologie, elle devrait forcément être associée à une idéologie collectiviste? Pourquoi l'écologie est forcément de gauche? Et je pense au contraire que les entreprises privées, c'est souvent les plus innovantes pour protéger l'environnement. Là, on le voit, alors encore une fois, ça fera peut-être grincer des dents, mais jusqu'à il y a pas longtemps, le problème, c'était le diesel parce que c'était polluant. On a Tesla qui se place en producteur de voitures électriques, producteur de panneaux solaires, de solutions pour faire des batteries, de faire des toits solaires pour aller vers des énergies plus durables. Mais comme c'est une multinationale et comme les voitures qui vendent jusqu'au dernier modèle, hein, mais ils ont commencé par le Roadster, la Model S, c'était des voitures chères, et ben ça va pas parce que c'est des voitures de luxe, parce que du coup, c'est pas écologique, parce que c'est pas de gauche. Et, et moi, je trouve que cet argument, il montre que le débat, il est souvent biaisé. Parce que pour que ce soit écologiste, il faut que écologique ou écologiste, il faut que ce soit de gauche. Et moi, je pense que, au contraire, le libéralisme est pas du tout incompatible avec l'écologie. Bien au contraire. Et on le voit, dès qu'un bien est privé, il est bien entretenu. Il y a qu'à voir votre jardin. Moi, je sais pas chez vous, mais moi, mon jardin, il est tout mignon, il est tiré au cordeau, il est tout propre et il y a des jolies fleurs. Il n'y a pas d'ordures. C'est nickel et c'est souvent bien plus propre et bien plus organisé que des choses qui sont publiques. Je le vois par exemple, si je dois prendre l'exemple de quand j'avais mon entreprise de travaux publics, quand un fourgon était attitré à un salarié, il était toujours nickel, bien entretenu, il en prenait soin. Et parfois, on avait des fourgons qui tournaient entre les équipes. Alors, le fourgon qui tourne entre les équipes, il est ravagé quand c'est pas le sien. Quand on n'a pas la responsabilité du fourgon, on s'en fiche. Et je pense justement que, au contraire, cette incitation à la propriété privée, elle pousse à préserver nos ressources. Ça, j'y crois vraiment. Donc en gros, on veut nous faire croire que être libéral, c'est ne pas se soucier de l'environnement, et être de gauche, c'est être soucieux de la planète, et encore une fois, être gentil. Et pour moi, c'est encore une fausse dichotomie. On peut être libéral, on peut être plutôt pro-capitaliste et vouloir préserver l'environnement sans en faire une idéologie de taxation, d'interdiction. Et on le voit souvent, hein, la fiscalité soi-disant verte, c'est souvent un prétexte pour taxer sans résultat concret. Je sais pas, vous voyez qui c'est, j'espère que vous voyez qui c'est le mème de, comment c'est, Harold the Pain ou un truc comme ça. C'est un monsieur avec les cheveux blancs qui a sa tasse, et il a sa tasse et on voit sur son visage qu'il souffre, et dedans c'est marqué, sur le même c'est marqué je viens de payer ma taxe carbone, la température devrait descendre de quelques degrés dans pas longtemps. Et des fois je me dis, il y a vraiment ça, il y a vraiment un peu cette idée-là derrière tout ça. Et je pense au contraire que le marché s'adapte toujours. Aujourd'hui, si on communique là-dessus, les consommateurs veulent de plus en plus de produits respectueux de l'environnement. Les gens ne veulent pas spontanément détruire la planète. Et c'est eux qui achètent in fine. Encore une fois, c'est la responsabilité individuelle. On vote avec notre portefeuille. Si la malbouffe, c'est mal et que le McDo, ça fait grossir tout le monde, il faut juste arrêter d'y aller, en fait. Si on arrête d'aller au McDo, ils vont fermer au bout d'un moment. Il n'y aura plus personne pour acheter. Donc voilà. Et je pense au final que une vraie écologie libérale, ça passerait plutôt par de la justice qui pose les limites, mais une vraie justice, encore une fois. Pourquoi il y a des abus? Parce que quand il n'y a pas de vraie justice, avec des vraies règles contre la pollution qui sont appliquées, et ça passerait par ça et par de l'éducation plutôt qu'être forcément contraint à chaque fois par de la taxe. Et on va prendre la deuxième question de David qui me demande aussi comment mieux intégrer la protection de la nature dans l'économie, notamment via la bourse. Et encore une fois, c'est toujours sur le même biais. C'est pour ça que vraiment je veux inviter à réfléchir là-dessus. C'est que ça existe déjà, hein. C'est les critères ESG, hein, économiques, sociaux et de gouvernance, si je dis pas de bêtises, non, environnementaux, pardon. Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Aujourd'hui, les entreprises ont déjà des scores ESG. Mais pour moi, c'est encore des choses qui sont arbitraires, qui sont manipulables. En gros, qu'est-ce que c'est les critères? Qui décide des critères? Qui va les appliquer? Et au final, on se rend compte que ces scores-là, ils sont souvent biaisés, ils sont souvent incohérents. Et que des fois, on peut avoir des entreprises qui sont mal notées alors qu'elles ont un vrai impact écologique. Et de l'autre côté, on a des boîtes qui utilisent ça pour faire du greenwashing et pour faire obtenir une bonne note. Et encore une fois,
j'en reviens à Adam Smith, à la main invisible. Bien sûr que ça doit être quand même nuancé, toutes ces choses-là, mais tu peux pas fausser la valeur d'une entreprise avec des critères externes. La bourse, elle fonctionne sur l'offre et sur la demande et pas sur des notes qui seraient imposées. Et du coup, forcer une sorte de cotation écologique, ça reviendrait encore à manipuler le marché, alors que le marché, naturellement, il ajuste ses comportements. C'est ce que je te disais dans ta réponse à la question précédente. Si les investisseurs et les consommateurs, ils décident de valoriser l'écologie, les entreprises, elles vont suivre par intérêt économique et pas par obligation. Moi, quoi qu'on en dise, je suis content au quotidien de rouler dans un véhicule électrique. Et il y aura plein de gens qui me diront que ça pollue, qu'il y a des terres rares, qu'il y a tout ce qu'on veut. En attendant, quand on est en ville, ça rend l'atmosphère plus respirable. Si tout le monde roulait en électrique, peut-être qu'on déplace la pollution. Je suis pas assez calé pour tout ça, mais parfois j'ai l'impression que quoi qu'on fasse, ça va jamais. Et des fois, j'avoue qu'il y a certaines choses qui me dérangent un petit peu. Et au final, tout ça pour dire que je pense que l'innovation, la demande du marché, vraiment toute la recherche qu'on pourra faire, ça sera plus efficace que, encore une fois, de la taxe, de la réglementation et tout ce qu'on sait faire en Europe, réglementer et pas innover. Ce sera bien plus facile pour avoir quelque chose de plus vert et écologique pour la suite de notre planète. Et on a la dernière question de David qui nous demande si le consumérisme, la rat race et la perte de sens ne sont-ils pas les dérives du capitalisme que l'on défend. Et encore une fois, là-dessus, je te dirais que ça, c'est ignorer la responsabilité de chacun, la responsabilité individuelle. En revenir encore à l'individu. C'est pas le capitalisme qui oblige les gens à tomber dans la rat race, mais c'est leur propre choix de vie. Et ça vient d'un mec qui a fait 2 burn-out et qui a passé 12 ans dans la rat race à fond. C'est pas le capitalisme, c'est moi qui l'ai choisi de faire ça. J'aurais très bien pu aller faire mon jardin et ne pas faire ça. En fait, faut repartir du principe que chacun est libre de gérer son argent comme il entend. Soit tu peux tout dépenser dans des gadgets débiles à action, soit tu peux investir pour garantir ta liberté future. En revenir à la responsabilité de chacun. Et pour moi, je préfère un système où on est libre qu'un système où on nous taxe et où on nous enferme. Parce que dans un monde qui est peu taxé, un monde libéral, chacun a le choix. Ou tu peux travailler beaucoup et consommer, ou tu peux décider de vivre sobrement et de cultiver ton jardin. Dans tous les cas, tu travailleras pour toi et tu pourras garder le fruit de ton travail. Dans un monde qui est hyper taxé, c'est là où il n'y a plus le choix. Il faut bosser pour survivre parce que l'État confisque tout ce qu'on produit. Et encore une fois, aujourd'hui, ce qu'on vit, cette rat race, c'est parce qu'on est dans un État collectiviste, c'est pas parce que c'est néolibéral. En tout cas, pour conclure, je pense pas que ce soit le capitalisme qui pousse à la rat race, il te donne le choix. Et ceux qui vont tomber dans la surconsommation, dans la course, peut-être comme moi j'ai pu y tomber à une époque, c'est plus par ignorance du système ou par conformisme avec ce que tout le monde fait, mais c'est plus un manque d'éducation que le système en lui-même. Et de toute façon, dans un système collectiviste comme le nôtre, ça n'empêche pas les gens de le faire. On a plein de gens dans la rat race. Donc voilà, en tout cas, pour en finir avec ton commentaire, David, je te remercie vraiment d'avoir pris le temps d'écrire un commentaire aussi long. J'ai essayé de le résumer du mieux que j'ai pu pour te répondre. Mais voilà, encore une fois, faire attention sur les biais dans ton message parce que j'avais vraiment l'impression sous-jacente derrière tout ça que voilà, tu as envie d'être libéral parce que tu y vois plein d'avantages pour toi et pour tout ce que tu peux faire, de garder le contrôle sur tout ce que tu as produit, de pouvoir investir, de pouvoir avoir de la liberté, mais que tu n'es encore pas à l'aise avec ça, avec le côté la gauche, c'est les gentils, les libéraux, c'est les méchants. Alors que c'est bien plus nuancé que ça. Et on va terminer avec le message de Gaël. Gaël qui n'était pas content, qui n'est pas d'accord avec moi et qui m'a écrit « Faire croire que n'importe quel petit salarié investissant 50 € par mois peut atteindre la liberté financière par le boursicotage est une imposture. C'est un gros mensonge qui se vérifie par un calcul de coin de table. » Et ça m'a fait de la peine parce que je pense que Gaël, il est sincère. Je pense qu'il est de bonne foi. Et je pense qu'il est victime de ses croyances limitantes, de son manque de connaissances financières. Et effectivement, si Gaël, il fait 50 fois 12, voilà, ça fait 600 € par an. S'il fait 600 € par 40 ans, ça fait 24 000 € investis. Et il se dit, 24 000 €, il n'y aura pas de liberté financière. Mais en fait, c'est ignorer la puissance des marchés financiers. Et moi, j'ai fait mes petits calculs. Un DCA de 50 € par mois sur 40 ans, sur la bourse américaine, ça donne un capital de près de 318 000 € à la retraite. Alors, c'est pas mal de partir avec 318 000 € au lieu de partir avec rien du tout. Et si on fait la règle des 4%, ça permet de se verser 1 000 € par mois
sans toucher à son capital, qu'on pourra même transmettre à ses enfants. Et mettre de côté 50 € par mois, même quelqu'un qui est à 1 500 € par mois, c'est quelque chose qu'on peut faire. Bien sûr que ça, c'est pas facile, bien sûr que ça demande de se contraindre, mais bien sûr qu'on peut le faire. Et un DCA de 180 € par mois, pour quelqu'un qui gagne 1 800 €, ça demande de mettre de côté chaque mois 10% de son salaire. Quelqu'un qui mettrait 180 € par mois, tous les mois, pendant 40 ans sur le SP500, à la retraite, ça donne un capital de près d'1 million d'euros. Et là, 1 million d'euros, avec la règle des 4%, c'est 40 000 € par an, sans toucher au capital. Capital qu'on pourra transmettre, avec de la taxation bien sûr, mais à ses enfants. Donc, et ça, pour le coup, c'est des maths. Alors là, mon téléphone me sert à me filmer, je pourrais pas vous le montrer, mais il suffit de regarder n'importe quel graphe du SP500 sur une période de 40 ans. Sur 40 ans, le SP500 n'a jamais perdu d'argent. Et ces dernières années, il nous donne 10% par an. J'ai pas de boule de cristal, mais en tout cas, je préfère prendre le risque et je préfère investir. Et c'est pas du tout une imposture, au contraire. Et dites-vous que pour des gens qui décident de se contraindre fortement ou de prendre un business à côté et qui mettent pas 50 ou 180 € par mois, mais plutôt 500 ou 1000, parce que j'en connais, la liberté arrive beaucoup plus vite. Et les montants, c'est une exponentielle encore une fois. Et je pense que je vous ferai un podcast là-dessus sur comprendre l'exponentielle, parce que beaucoup de gens ne le voient pas, à quel point ça peut être libérateur pour la suite. Mais je vais décortiquer le message de Gaël, parce que justement, cette mentalité collectiviste, donc là, pour le coup, c'est de croire en la retraite par répartition, le système actuel, et de dire, en gros, ça sert à rien d'investir, l'État s'en occupe pour nous, ça condamne à la pauvreté. Et tu vois, croire que l'enrichissement est impossible, ça te pousse à rien faire, du coup, tu n'investis pas, et tu restes dépendant d'un système, tu prends pas ta souveraineté. Et si tu penses que c'est une imposture, tu cherches même pas à essayer. Et du coup, tu es toi-même responsable de ton immobilisme de ne rien faire. Et justement, c'est pas parce que c'est pas instantané que c'est faux et que ça ne marche pas. Et je le disais tout à l'heure, l'accumulation, l'effet exponentiel, tu les sous-estimes là. Et on le voit, 180 € par mois pour un salaire à 1 800 €, c'est 10% d'épargne, c'est à peu près le salaire médian, je crois que c'est 2 000 € en France. Mettre 10% de côté, c'est loin d'être impossible, c'est mentir, c'est démago de dire que c'est pas possible. Bien sûr que c'est possible. Et sur toute une carrière, ça fait 1 million d'euros à la retraite. Et ce capital, il peut financer ta retraite, il peut t'offrir la liberté, il peut compléter il peut te permettre de compléter un patrimoine immobilier, de changer de maison. Et plutôt que la vraie imposture, à mon sens, c'est de faire croire aux gens qu'ils peuvent pas s'en sortir sans l'État. Elle est là, la vraie imposture. Elle n'est pas dans le fait d'expliquer aux gens qu'ils peuvent s'en sortir par eux-mêmes. Et au final, voilà, ne pas croire en la bourse, ne pas croire en l'investissement au sens large, tu te condamnes toi-même, mon petit Gaël. Je suis désolé. Et on peut dire ce qu'on veut, la réalité est là, le réel est là. L'histoire, elle nous montre que les marchés financiers, la bourse, c'est les meilleurs générateurs de richesse sur le long terme. On n'a jamais rien vu de plus beau. Et ceux qui refusent d'entrer là-dedans, ils restent dépendants de leur salaire, ils restent dépendants du bon vouloir du gouvernement. Et ils attendent. Et de laisser passer l'opportunité qu'on a de le faire, c'est volontairement rester pauvre finalement. C'est regarder passer le train et regarder les autres s'enrichir. Et bien entendu, je le disais tout à l'heure, si tu es un acharné, si tu veux pas mettre 180 € par mois, mais 500, 1000, tu peux faire les millions bien avant la retraite. Et bien sûr que c'est possible d'atteindre son indépendance financière. Et à mon avis, je vous ferai dans les prochaines semaines ou les prochains mois un épisode sur l'exponentielle. Pourquoi elle est mal comprise, pourquoi elle est sous-estimée, pourquoi on a cette tendance à penser de façon linéaire et pas exponentielle. Je pense que ça sera très intéressant. Donc, j'ai écrit ce message à Gaël pour dire faites très attention à ces croyances qui vous condamnent. Parce que, vous vous condamnez tout seul finalement. Et voilà, j'en ai terminé avec le podcast de la dernière quinzaine et on va passer au podcast de la semaine, les 5 commandements de l'entrepreneur libre. Donc, ça fait du bien de décompresser après le sujet un peu plus lourd d'il y a 15 jours. On va faire un sujet plus léger et ce podcast, ça va être la suite directe du podcast Construire sa vision que vous avez écouté il y a un mois aujourd'hui. Et ça reprend la conférence que j'avais fait au Mastermind Entrepreneuriat à Business Workshop. Et j'avais beaucoup aimé faire cette conférence sur comment entreprendre en restant libre, justement. Et je voulais pas trop attendre avant de vous donner la suite. L'idée, c'était que tout reposait sur un socle, sur une vision de départ, ça, ce sera le socle. Et ensuite, on aura les piliers, ces 5 commandements. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, je vous invite, pour ceux qui n'auraient pas écouté le podcast sur la vision,
déjà, retournez l'écouter. Et je vais vous faire un petit résumé quand même au départ, vous inquiétez pas, pour vous remettre ça en tête. Mais voilà, je pense que ça va être un podcast très intéressant. Donc, pour résumer le dernier podcast, tout commence par une vision. Et surtout, la question qu'on se posait, c'est qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Ou si on veut être un entrepreneur libre, en tout cas, c'est mon cas, ça nécessite d'avoir une vision claire dès le départ de la vie qu'on veut vivre et surtout de le mettre par écrit, ce que je vous expliquais la dernière fois. Et se poser cette question, après quoi je cours? Donc, il y avait 4 choses que j'avais identifiées après lesquelles on pouvait courir. C'était l'argent, le statut social, la liberté et l'impact. Et aussi parfois les 2, les 3 ou les 4. Et l'idée, c'était de répondre vraiment honnêtement à cette question pour ne pas courir après des chimères et se tromper d'objectif. Et bien entendu, ne pas oublier qu'il y a un prix à payer pour chaque choix. Il y a un prix en temps, en énergie, en argent et pour l'impact parfois en mise en avant de sa personne. Donc ça peut se traduire par un peu moins de tranquillité parfois ou beaucoup de sollicitations. Et donc, je vous le disais, moi, j'avais construit ma vision et pour moi, c'était la liberté avant tout. Et ce sera très important que je vous parle de cette vision parce que ça va découler clairement de mes 5 commandements de l'entrepreneur libre. Et ça va vraiment parler à ceux qui veulent entreprendre en gardant leur liberté, ces 5 commandements. Moi, je voulais la liberté avant tout, mais pas non plus avec un niveau de vie éco plus. Voilà, je voulais pas une liberté financière qui soit ric-rac. Je voulais une liberté financière qui soit pleine, qui soit entière, qui me laisse de l'argent pour profiter, pas la liberté financière éco plus. Je voulais la fuck you money et je vous en reparlerai un petit peu tout à l'heure. Donc vraiment, quand j'ai terminé ma vision, moi je voulais entreprendre sans salarié. Je voulais entreprendre sans bureau fixe. Alors il se trouve qu'aujourd'hui j'ai un bureau parce que c'est quand même plus pratique pour recevoir des gens, mais je peux travailler de partout sans être forcément sur place. Je voulais ce qu'on appelle une liberté financière et géographique. Et pour moi, ça a toujours été essentiel. J'ai été salarié. Alors, quand j'étais étudiant, je travaillais quand c'était les vacances. Je faisais de l'intérim, parfois dans l'entreprise familiale. Et puis après, j'ai beaucoup travaillé en usine. Dès qu'on avait les vacances, je faisais 15 jours d'usine, en général. Ça me permettait de payer tous mes à côté des études. Là, j'avais un patron. Ensuite, j'ai travaillé 7 mois. J'ai travaillé un petit peu en Écosse, quand je vivais en Écosse. Et j'ai travaillé 7 mois quand je suis revenu en France. Et après, j'ai plus jamais eu de patron, j'ai toujours été entrepreneur. Et en fait, c'est comme ça que, avec tout ça, avec l'expérience que j'ai vécue aussi en tant qu'entrepreneur pas libre, avec 35 salariés, c'est comme ça que quand j'ai arrêté tout ça en 2018 et que j'ai tout recréé de zéro en 2019, j'ai voulu créer des business qui tournent autour de ma liberté. Et finalement, chaque fois que j'ai un choix important à faire, je me sers de ma vision, justement, pour regarder si le nouveau projet répond à mon besoin de liberté, va répondre à ma vision. Je vais regarder combien ça va me rapporter et je vais regarder aussi quel est le coût en face, en temps, en argent, en liberté, en mise en avant. Et j'expliquais dans le dernier podcast, ma vision, c'est vraiment ma boussole. Mais avoir une vision, même si c'est un prérequis indispensable, ça suffit pas. Pour moi, il doit en découler des grandes règles, des grands principes qui vont venir servir de repère pour tous les choix que vous allez devoir faire par la suite. Et dans mon cas, vous l'avez compris, moi je veux rester un entrepreneur libre. J'en ai déduit 5 commandements de ma vision que je vais vous présenter. Peut-être que vous trouverez d'autres commandements. C'est pour ça que je vous encourage vraiment à faire votre vision pour voir si vous avez les mêmes commandements que moi, les mêmes commandements que moi, ou si vous en avez trouvé d'autres. Donc on va voir ensemble maintenant ces 5 commandements de l'entrepreneur libre. Vous allez voir, le premier va vous surprendre, mais vous allez comprendre. Premier commandement, ton storytelling, tu travailleras. Parce que moi, dans ma vision, je ne voulais pas de salarié. Dans ma vision, dans la suite de ma vie, je ne veux pas de salarié, je ne veux pas entreprendre avec des salariés. Mais entreprendre sans salarié, ça ne veut pas dire entreprendre seul. Et ça, c'est une vraie nuance qui est importante. Vous connaissez l'adage, seul on va vite, ensemble on va plus loin. Et moi, j'aime les gens, j'aime entreprendre avec des gens, mais j'ai envie d'avancer avec des gens qui sont comme moi, des gens qui sont engagés, des gens qui sont responsables. Et ces gens-là, j'ai besoin de les attirer à moi. Et qui sait, ces gens-là, ça va être des associés, bien entendu, mais aussi des partenaires. Là, aujourd'hui, c'est Hello qui monte les podcasts. Mais voilà, j'ai dû attirer à moi
des monteurs, des graphistes pour la partie business en ligne, mais aussi pour la partie marchand de biens, des notaires, des géomètres, des agents IMO, des entrepreneurs. Et pour pouvoir bien fédérer tous les gens autour de nous, pour leur donner envie de travailler avec nous, il faut savoir leur donner envie de bosser avec nous et justement bien raconter notre histoire. Et c'est là que le storytelling, il entre en jeu. Et pour moi, un storytelling puissant, c'est une vraie clé du succès. C'est très, très important. Et ça peut vous servir bien au-delà de ce que vous imaginez. Parce que gardez en tête que les gens ont très peu de temps pour se faire une bonne idée de vous. Quand vous rencontrez quelqu'un, va vous juger sur les 30 premières secondes. Et si, quand vous racontez votre histoire, d'où vous venez, ce que vous faites, quel est votre business, pourquoi vous venez voir la personne, qu'est-ce qu'elle peut vous apporter, qu'est-ce que vous pouvez lui apporter, une histoire bien racontée, c'est l'assurance de toujours faire une bonne première impression. Et vous connaissez l'adage, on n'a pas on n'a pas une seconde chance de faire une première bonne impression. Et au final, le storytelling sert pour tout et bien plus que ce qu'on peut imaginer. Ça peut servir pour lever des fonds près du banquier ou en love money, pour convaincre des investisseurs de vous prêter de la love money. Ça peut servir pour trouver des associés quand vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous avez envie de vous associer, pour trouver des sponsors, pour trouver des clients, pour tout, si vous savez bien vous mettre en avant, bien raconter votre histoire. Et encore une fois, il ne s'agit pas de mentir, bien entendu, il faut être authentique, mais raconter la vérité de sa vie sous un angle qui soit intéressant, et ça, on peut tous le faire. Et l'idée, c'est que les gens puissent se reconnaître en vous, se raccrocher à votre vie, à votre histoire. Et une histoire, pour qu'elle soit intéressante, il ne faut pas qu'elle soit plate. Je le redis encore, mais il ne s'agit pas de mentir, mais de bien raconter. Si je dois prendre mon exemple dans les travaux publics, quand je suis allé convaincre les banques pour devenir marchand de biens, je leur ai pas dit, voilà, j'étais entrepreneur de travaux publics, c'était difficile, ça, à la fin c'était compliqué, alors bon, j'ai laissé mes parts à mes associés, puis là je me lance en marchand de biens, je vais voir ce que ça donne. Mais non, pas du tout. J'ai soigné mon storytelling en leur disant, voilà, j'ai été entrepreneur de travaux publics, j'ai fait ça pendant 12 ans, j'ai acquis une solide expérience dans la gestion des travaux, je viabilisais plus de 300 lots par an, et voilà, à un moment, j'ai vu les limites d'avoir une société avec beaucoup de salariés, ça faisait beaucoup de charges. J'ai voulu avoir une structure plus souple, plus flexible, où je pouvais aussi utiliser les capitaux que j'ai créés en investissant pendant des années. Et c'est là où j'ai vu une synergie. Je savais viabiliser des lots, je connaissais parfaitement le côté travaux. J'ai des clients qui m'ont formé au marchand de biens. Et en fait, en mettant ensemble ces deux compétences, j'ai pu me lancer en marchand de biens. Je connais parfaitement le métier, j'ai les finances. Et aujourd'hui, c'est une superbe opportunité pour vous de me financer. Je raconte bien mon histoire. Et dans les deux cas, l'histoire est la même, c'est exactement la même chose. Mais d'un côté, je vois le verre à moitié vide, et de l'autre, je le vois à moitié plein. Et l'idée, vous avez vu, j'ai pas du tout utilisé le même ton quand je le fais, c'est de faire ressentir des émotions. Et pour ça, il y a un truc qui est rigolo, c'est de s'inspirer de l'histoire de Cendrillon. Et ça, c'est important, vous pourrez le faire pour votre storytelling. Alors là, je peux pas vous mettre de graphique sur le podcast, je pourrais le faire sur YouTube, mais pour les gens qui suivent sur les plateformes de podcast, ça serait pas fair play, mais je vais vous le décrire. On peut mettre l'histoire de Cendrillon sur un graphique, en se disant que sur l'axe des abscisses, ce serait le temps qui défile, et sur l'axe vertical, celui des ordonnées, ça serait son niveau de bonheur. Et en fait, quand l'histoire de Cendrillon démarre, elle est tout en bas. Au début de l'histoire, son niveau de bonheur est très faible. Elle est maltraitée, elle vit dans des conditions misérables. Son niveau de bonheur, il est au plus bas. Et puis petit à petit, ces conditions, elles s'améliorent un tout petit peu. Elle obtient des opportunités. Il y a sa marraine la fée qui l'aide. Elle est invitée au bal. Et donc, progressivement, son niveau de bonheur augmente. Et il est au max quand elle arrive au bal, puisqu'elle a son carrosse. C'est incroyable. Et là, d'un coup, le carrosse se retransforme en citrouille. Son niveau de bonheur dégringole presque jusqu'au niveau où il était au tout départ quand elle était seule et triste. Mais elle a laissé son soulier de verre derrière elle. Et le prince va la retrouver. Et là, son niveau de bonheur augmente en exponentiel jusqu'à l'infini. L'idée, c'est quand vous allez raconter votre histoire, et ça vous servira pour tout en tant qu'entrepreneur libre, c'est de pouvoir un petit peu s'inspirer de ça. Et c'est ce que j'ai fait, mine de rien, avec Une vie de liberté, en racontant ma vie. Et pourtant, c'est authentique. J'étais vraiment entrepreneur de travaux publics, j'en ai vraiment chié, j'ai vraiment fait de burn-out, j'ai touché le fond.
j'ai investi tout le long. Derrière, j'ai pris mon indépendance et j'ai créé ma société de marchand de biens et aujourd'hui, je suis bien plus heureux qu'avant. Mais voilà, l'idée, c'est de bien le raconter. Parce que je pourrais aussi raconter que j'ai vécu un échec entrepreneurial avec ma première société de marchand de biens, de ma société de travaux publics, que je me suis posé la question de ce que je devais faire derrière, que entre temps, pour me laisser du temps, ben, j'ai attendu 1 mois à la maison, le temps de savoir ce que je voulais faire. Ça donne pas envie, quoi. Ça donne pas envie du tout. Alors que l'histoire est la même, elle est authentique dans les 2 cas. Mais l'idée, c'est de bien la raconter pour donner envie aux gens de travailler avec vous, pour fédérer. Et vous verrez, le storytelling, il sert pour tout. Vraiment pour lever des fonds auprès d'investisseurs qui vous connaissent pas, qui ne vous connaissent pas, pour trouver des collaborateurs, pour trouver des associés, pour trouver des sponsors, pour trouver des clients ou pour fédérer une communauté. C'est vraiment une arme redoutable et voilà, c'est peut-être un des piliers auxquels on s'attend le moins, mais pour moi, c'est un des premiers piliers de l'entrepreneur libre, c'est de garder, ce storytelling et je sais qu'aujourd'hui, ben, je l'utilise par exemple quand, j'ai besoin de love money. Si j'ai un investisseur qui me dit: «Mais attends, je veux rentrer dans le projet, plutôt que de te prêter de la love money, je veux faire le projet avec toi». Bah, moi dedans, je sais que dans l'entrepreneur libre, il y a mon indépendance, il y a ma liberté et grâce au storytelling, je vais arriver à l'expliquer en disant: «Mais attends, il vaut mieux que tu gagnes un petit peu, que tu fasses 10 de rendement sur ton cash plutôt que de rentrer dans le projet avec moi. Moi, tu sais, j'ai besoin de ma liberté, j'ai besoin de maîtriser chaque chose de mon projet. Là, tu auras rien à faire». Je vais vraiment arriver avec le storytelling à expliquer les choses pour faire passer mon message. Donc c'est encore une arme redoutable. Pour moi, le deuxième commandement de l'entrepreneur libre, c'est: «Passionné, tu seras». Et ça, c'était, la faiblesse de mon ancienne vie. J'étais pas passionné par les travaux publics. J'aimais bien ce métier, mais j'étais pas passionné. Et je me souviens que j'avais un collègue et concurrent qui, lui, pour le coup, était passionné par son travail et on se voyait de temps en temps. Et non seulement il avait son entreprise de travaux publics, mais il avait, alors je rigole parce qu'autour du cou, il avait un petit godet, en or, hein, une chaîne en or avec, au lieu d'avoir une croix, il avait un godet et il avait une pelleteuse tatouée sur le bras et il avait des parts dans un centre d'enrobé, des parts dans un centre de recyclage, des parts dans un centre de négoce de matériaux, des parts dans, une société de location de matériel de travaux publics, des parts dans une carrière de matériaux et en gros, il avait, plein de petites entreprises, je crois même une boîte de désamiantage, qui gravitait autour de sa boîte de TP. En fait, il était absolument passionné par son boulot et pour lui, du coup, c'était le bonheur de créer tout ça. Comme aujourd'hui, pour moi, ça a été le bonheur de créer mon écosystème autour d'une vie de liberté, que ce soit mes activités dans l'immobilier, mais mes activités avec Yann sur les gentlemen, avec Fab sur Nouveau Départ. C'est ouf que, je le fais, je dirais pas, j'ai pas envie de dire, sans effort parce que ces derniers temps, on a beaucoup, beaucoup travaillé, mais je le fais avec envie parce que c'est que des choses qui me passionnent et justement, bah, cette passion, elle libère la créativité et c'est pour ça que c'est important de faire un métier que vous aimez. Ça sera très, très important et aujourd'hui, c'est un de mes critères. Quand on me propose un projet, je regarde si ça va me passionner ou pas et ça, c'est vraiment important parce que quand on est passionné, on crée mieux et dans ma tête, liberté, ça rime pas avec contrainte. J'ai pas fait tout ce que j'ai fait, j'ai pas traversé toutes les épreuves que j'ai traversées pour aujourd'hui faire un projet qui va me contraindre ou ne pas me plaire. Si demain on me propose de construire un lotissement de 20 maisons avec toute la construction des maisons et que c'est un projet où dedans je dois faire all-in, mettre toutes mes billes et qui va me prendre tout mon temps, la réponse sera non parce que je suis pas passionné au point de passer tout mon temps à faire ça et de laisser tomber mes autres activités. Donc voilà, faut vraiment regarder ce critère-là et c'est le message que je vous ferai passer dans ce pilier. Aimez ce que vous faites, on travaille mieux quand on aime ce qu'on fait, on travaille plus longtemps quand on aime ce qu'on fait, on travaille plus régulièrement quand on aime ce qu'on fait et je le vois aujourd'hui dans ma vie. Peut-être qu'au-delà de ma famille, ce que j'aime le plus au monde, c'est mon amour pour les finances, pour l'entrepreneuriat, au sens large. Vraiment, mon amour de la finance perso, de l'investissement, de la bourse. C'est un amour que j'ai découvert il y a presque 20 ans aujourd'hui, je dirais 16-17 ans, et qui m'a jamais quitté. Et aujourd'hui, écouter du contenu sur la bourse, sur l'entrepreneuriat, sur l'immobilier, sur la crypto, me former dans ce domaine-là, chercher des nouvelles opportunités, ça m'a jamais quitté et j'en suis vraiment passionné et je sais que
je peux en parler pendant des heures et des heures dans ces podcasts ou pour l'instant sur Une vie de liberté, j'ai toujours trouvé des sujets jusqu'à présent parce que j'ai l'impression que c'est sans fin. Et voilà, j'aurais envie que toute ma vie corresponde à ça. Et c'est pour ça que pour moi, ce pilier ce commandement de la passion, il est extrêmement important. Allez, commandement numéro 3. En deuxième métier, tu investiras. Et ça, c'est un des plus grands commandements, des plus importants peut-être de l'entrepreneur libre. C'est que peu importe le premier métier que tu choisiras, ton deuxième métier, ça doit être investisseur. Et c'est souvent ce que j'ai dit à mes filles en rigolant. J'aurais dit, quand vous serez grandes, vous ferez ce que vous voulez en métier. Mais votre deuxième métier, par contre, je pense que ça doit être investisseur. Je les force pas, mais je leur soumets l'idée. Parce que c'est ce qui nous donnera la liberté. Quand on est indépendant, il n'y a personne pour sauver nos miches. On en a parlé longuement dans le podcast de la dernière quinzaine, mais l'État n'est pas là pour nous sauver le cul. Donc, ma foi, il faut compter que sur nous. Donc déjà, la première chose à faire quand on est un entrepreneur libre, c'est de ne pas tomber dans le piège de la rat race. Ça serait vraiment la première chose que je vous dirais. Parce que derrière un business qui est au service de notre liberté, qui tourne autour de notre liberté, c'est savoir ce qu'on veut vraiment. Moi, c'était la liberté. Et je m'en rends compte aujourd'hui, chaque jour, c'est que la plus belle chose au monde dans ma vie aujourd'hui, au-delà de ma famille, bien entendu, c'est pas une Porsche, c'est pas une maison de zinzin, c'est pas les trucs qui sont clinquants, c'est juste la liberté. C'est juste le fait de pouvoir faire ce que je veux tous les jours, pouvoir aller au CrossFit, pouvoir aller me promener avec mon chien, pouvoir programmer des voyages, pouvoir me concentrer sur les projets qui me font envie. C'est ça qui va te permettre d'avoir l'esprit libre. C'est ça qui va te permettre de créer librement, pleinement. C'est entreprendre avec l'esprit libre. Et ça, c'est la plus belle chose que j'ai dans ma vie aujourd'hui, c'est cette liberté-là. Et c'est d'avoir la fuck you money, justement. Et pour moi, c'est un goal pour l'entrepreneur libre à atteindre. La fuck you money, c'est le fait de pouvoir dire non, je ne me lèverai pas pour toi. Non, je n'ai pas besoin de ton argent. Non, tu ne peux pas m'acheter avec de l'oseille. Et c'est pour ça que quand on est un entrepreneur libre, il y a une absolue nécessité de se créer une rente. C'est pour ça que ce commandement, il est hyper important. Et en France, une rente qui permet de se concentrer sur son business, sur son travail et d'être libre, ça commence à partir de 1 800, 2 000 euros par mois, où on est bien. Parce que le coût de la vie, quand on est à la campagne en France, on s'en sort largement avec ce genre de salaire. Et une fois qu'on a créé ça, finalement, c'est là que tout commence et c'est là que tout va être possible et que on peut créer tout ce qu'on veut, on peut vivre pleinement cette liberté. Donc l'idée, c'est que, encore une fois, chaque fois que vous allez gagner de l'argent, il faut en épargner et le faire travailler pour vous construire cette liberté. Et c'est choisir d'investir dès le premier euro gagné, dès les premiers salaires, dès les premiers revenus du side business. Ce qu'on veut pas, c'est être esclave de l'argent et on veut que notre argent travaille pour nous libérer. Donc, l'idée, c'est que il faut pas réinvestir tout son argent dans son business. Et c'est ce qu'on est tenté de faire quand on a un business qui tourne fort. Si je prends Amazon FBA, par exemple, quand vous mettez 1 euro dans la machine, vous ressortez 1,30 € ou 1,40 €, ça donne envie de remettre tout ce qu'on gagne à chaque fois. Et en LCD, ça marche aussi, en marchand bien, ça marche aussi. Mais il y a un moment, il faut que sur les euros que tu as sortis, il faut que tu en remettes un dans la machine et un dans l'investissement. Et ça, c'est vraiment important. C'est ça qui permet de se créer une liberté. J'avais vu un podcast de Tougan il n'y a pas longtemps qui était très, très intéressant, où il interviewait une personne qui disait je ne veux pas dire de bêtises, mais le capital, la rémunération du capital croîtra toujours plus que vos ventes. Il y a un moment, vous pouvez faire ce que vous voulez, vos ventes, vous ne pourrez pas les pousser à l'infini. Et puis, il y a des fois, parfois, des effets de mode. Peut-être que dans 2, 3, 5 ans, je ne sais pas, Une vie de liberté, plus personne n'aura envie de l'écouter, plus personne n'aura envie d'acheter la formation Bourse Exponentielle. Mais si j'ai cramé tout l'argent, il n'y aura plus rien derrière. Alors que si je l'ai investi, je me crée des rentes pour la vie. Et ça, c'est vraiment important. Donc, voilà, il faut investir pour sa liberté dès le premier euro gagné. C'est très important. Ensuite, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que choisir de payer des charges est un vote. Et vous pouvez, en France, décider de vous rémunérer en payant le moins d'impôts possible. C'est quelque chose qu'on a énormément développé dans Finance Business Expert, par exemple, dans la formation.
Parce que le but, c'est pas de voter collectiviste non plus. Et ça, il faut y faire attention. Je me rappelle la première année d'AB Investissement, on avait gagné beaucoup d'argent et on continuait de se payer 1 500 € par mois. Et la comptable nous a dit, mais vous pouvez vous mettre des salaires au moins à 5 000 € par mois. Mais à quoi bon pour payer 5 000 € de charges? À quoi ça me servirait? Et je préfère me dire que j'ai un train de vie peut-être à 2 500 € par mois, je préfère me payer 2 500 et investir tout le reste au sein de la société. Et ça, c'est important. Parce qu'un vote, ça peut être un papier dans une urne, mais un vote, quand on est entrepreneur, c'est surtout avec de l'argent. Et qu'est-ce qui fait le plus mal parfois, hein? Est-ce que c'est le vote collectiviste, ou est-ce que c'est l'année où tu envoies 5 000 € de charges sur tes salaires tous les mois à l'URSSAF? Donc l'idée, c'est de se rémunérer vraiment intelligemment. Il y a plein de solutions pour faire ça, avec la micro-entreprise, avec la SARL par exemple, mais en vous versant juste ce dont vous avez besoin pour vivre et en investissant tout le reste au sein de votre entreprise. Et ça, c'est hyper, hyper important. Parce que l'idée, c'est que plus tu vas gagner d'argent, plus tu vas payer d'impôts, forcément. Mais l'idée, c'est d'en payer le moins possible, de te rémunérer intelligemment pour en garder le plus possible pour peut-être investir au sein de ta boîte. Et bien entendu, diversifier cet argent derrière dans n'importe quel actif qui peut vous générer de l'argent, que ce soit de la bourse, de l'immobilier, de la crypto. Et c'est comme ça, moi, par exemple, que j'ai construit mon écosystème d'entreprise avec ma holding, ma micro-entreprise en parallèle, mes sociétés foncières, mes sociétés de production, pour pouvoir me rémunérer en payant le moins d'impôts possible et optimiser les flux financiers entre mes boîtes pour pouvoir réinvestir le maximum. Alors bien sûr, il y en a qui me diront, c'est la course à l'échalote, tu fais que réinvestir, mais jusqu'à quand? Peut-être jusqu'à ce que le système français change, peut-être jusqu'à une expatriation, j'en sais rien. Mais en attendant, ce que je sais, c'est qu'il vaut mieux payer ses impôts le plus tard possible. Ça ne veut pas dire qu'on ne les payera pas, ça veut juste dire qu'on utilise tout ce qu'on nous permet de faire quand même en France, en restant bien entendu dans la légalité. C'est hyper important, jamais je vous encouragerai à faire des choses illégales. Restez toujours dans la légalité, mais en utilisant toutes les niches légales, payez vos impôts juste le plus tard possible. Peut-être que le système français changera, peut-être que l'imposition changera. On le voit, hein, par exemple, l'IFI a été, l'ISF a été annulé. Peut-être que ça continuera pour l'IFI, peut-être pas, j'en sais rien, j'ai pas de boule de cristal. Tout ce que je sais, c'est que ce que j'ai payé maintenant, je l'ai plus, et si je le diffère, je l'ai toujours jusqu'à ce que je le paye. Donc voilà, je pense que ce pilier est très très important à avoir en tête. Et ne pas attendre de gagner beaucoup d'argent avec son side business ou avec son boulot pour investir, mais investir vraiment dès le premier euro gagné. Le 4e commandement, l'organisation, tu maîtriseras. Et ça, pour moi, c'est un des commandements qui est aussi, ils sont tous importants, hein, mais c'est vraiment aussi un des plus importants, c'est que être entrepreneur libre, ça ne veut pas dire YOLO, je fais n'importe quoi, je fais tout ce que je veux. Aujourd'hui, j'aime bien ce slogan, hein, 10 sociétés, 0 salarié. Et pour ça, il faut être structuré, organisé, méthodique. Et quand on entreprend seul, il faut beaucoup d'organisation, une organisation de zinzin, vraiment. Et je le redis, la liberté, ça va pas avec je me lève le matin à n'importe quelle heure, youhou, YOLO, je fais ce que je veux. La liberté, c'est la responsabilité, c'est je suis structuré, organisé, méthodique, en tout cas pour mes temps de travail, justement pour laisser de la place, et on en parlera. Je pense que là, il y a instant punchline, mais la liberté, c'est pas faire tout ce qu'on veut, mais de ne rien faire de ce qu'on ne veut pas. Et pour ça, il faut être organisé. Donc, pour chacune de mes sociétés, en début d'année, je définis les objectifs, on fait de la planification annuelle, des calendriers pour les sociétés de podcast, par exemple, des calendriers éditoriaux, par exemple. Qu'est-ce qu'on sort comme formation cette année? Quand est-ce qu'on la sort? Pour pouvoir lisser le travail sur l'année et pas se faire avoir. Pour les dates d'enregistrement de podcast avec Yann, on les prévoit 6 mois à l'avance. Avec Fabien, pareil, c'est prévu 6 mois à l'avance. Moi, pour une vie de liberté, tous mes jeudis matins, une semaine sur 2, c'est bloqué dans le calendrier. Je sais que le jeudi matin, une semaine sur 2, c'est une vie de liberté. Et c'est ce qui me permet justement, cette organisation, de pouvoir avoir de la liberté tout le reste du temps. Et ça, c'est hyper, hyper important. C'est ce qui permet d'être régulier justement, parce que c'est ce qui sera le plus important aussi quand vous allez être un entrepreneur libre, c'est de travailler régulièrement. Voilà, pas quand vous voulez forcément, mais
le plus régulièrement possible, ne pas s'arrêter complètement. D'apprendre à déléguer, bien entendu. Ça sera important. Même si vous n'avez pas de salariés, ça ne veut pas dire que vous ne travaillerez pas avec des freelances, avec moi je le vois pour mon travail, mais des notaires, des géomètres, moi on leur délègue énormément de travail. On ne fait pas tout nous-mêmes. Si on a besoin de poser une DP, on le fait faire au géomètre, parce que sinon ça devient très compliqué. On peut vite devenir esclave de son travail quand on est un entrepreneur libre. Donc, il ne faut pas oublier de déléguer. Il y a aussi ce qui va être très important justement dans cette organisation, c'est la loi de Pareto. Et ça, je le mets dans l'organisation parce que c'est très, très important. C'est le 80-20. Et de vraiment avoir en tête que de 20% de vos efforts naissent 80% de vos résultats. Si je vous prends l'exemple du marchand de biens, par exemple, je vois que vraiment la plupart des affaires que j'ai trouvées, elles me viennent de mes alertes Le Bon Coin, les alertes que je reçois le matin. Et on a toujours trouvé nos affaires avec ça et avec notre réseau. Maintenant, ça, on va dire que ça constitue les 20%. Maintenant, je peux passer le reste de ma journée à scruter Le Bon Coin pour chercher moi-même les pépites à l'intérieur du Bon Coin. Je vais y passer ma journée entière, mais est-ce que je vais vraiment gagner quelque chose de plus ? Non, rien du tout. Peut-être que je vais trouver une ou deux affaires que finalement j'aurais eu le lendemain matin. Mais du coup, ça sert à rien. Et c'est du temps de perdu. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Idem pour le podcast Une vie de liberté. En 20% du temps, je pense que j'ai l'idée du thème, j'ai mis les grandes idées. Et je vais pouvoir animer le podcast comme ça, avec un petit peu comme une mind map, et pouvoir vous faire tout le podcast comme ça. Ça, c'est les 20%. Je pourrais aussi choisir de le rédiger intégralement. Et c'est des choses que j'ai déjà fait. J'y passe 5 fois plus de temps. Hein. Donc là, on est dans les 80%. Pour quel résultat ? Finalement, pas beaucoup plus de résultats. Peut-être même que parfois, ça me dessert parce que ce que je vais gagner en fluidité ou en tournure, je vais le perdre en spontanéité. Et je trouve que c'est dommage. Donc, ayez bien cette idée en tête de la loi de Pareto. Moi, je me souviens à l'époque de ma boîte de TP où ça avait été difficile, mais j'avais un outil de comptabilité analytique qui m'avait permis de faire ça, de voir quels étaient les 20% de clients qui m'apportaient 80% de mon résultat et surtout quels étaient les 20% de clients qui m'apportaient 80% de mes problèmes. Et quand j'ai mis les choses à plat, j'ai arrêté de travailler avec ces clients-là et j'ai arrêté de travailler avec les deuxièmes clients et j'ai renforcé mon lien avec les premiers et ça avait grandement amélioré la situation de l'entreprise. Alors bien sûr, on travaillait un peu moins, j'avais pas remplacé certains départs en retraite, l'entreprise est devenue un peu plus petite, mais elle était plus prospère. Donc ça, c'est très important. Et la dernière chose que je vous dirais, c'est de laisser de l'espace. Et ça sera très, très important aussi. Il faut absolument laisser de l'espace. Quand vous êtes entrepreneur libre, c'est des erreurs que j'ai fait énormément par le passé, de trop remplir mes journées, de trop mettre de choses et d'en souffrir par la suite en voulant à tout prix que ce soit rempli. Quand on est entrepreneur libre, on peut être parfois son premier patron, on est son premier patron et on peut être aussi son premier tyran parfois et être derrière à pousser pour remplir les journées, pour faire plus d'argent en pensant que peut-être le futur sera plus difficile. Et l'idée, c'est pas ça. C'est de laisser en faire ce qu'il faut. Voilà. Mais pas en faire trop non plus. Parce que sur le long terme, on s'épuise. J'en ai fait les frais il y a 1 an. Et aujourd'hui, je sais que j'essaye d'en faire moins. Et voilà, ça demande un peu de courage parfois quand j'ai des gens qui me réclament un coaching et que je leur dis que ça sera dans 2 mois. Mais les gens sont compréhensifs et ça permet aussi de se libérer énormément de temps pour créer justement, pour avoir des idées, pour aller en visite, pour en tout cas laisser de la place à la magie de vivre aussi cette liberté et de la place à l'imprévu. Et on arrive au 5e et dernier commandement. Allez, je vais encore redire encore une fois, c'est le plus important. Je ne sais pas si c'est le plus important, mais c'est vraiment un des plus importants. L'effet de levier, tu utiliseras. Et justement, le problème de l'entrepreneur libre qui entreprend en solo, qui est tout seul dans son entreprise, c'est parfois la limite des revenus horaires. Et ça, c'est très important. Et si vous êtes entrepreneur, solopreneur et que vous faites par exemple du montage de podcast, il y a un moment où les journées, elles font 24 heures. Hein, même si vous travaillez 10 heures par jour et que vous facturez 50 € de l'heure, vous allez gagner 500 € par jour. Si vous travaillez 20 jours dans le mois, vous allez gagner 10 000 € par mois. C'est super, c'est magnifique, c'est un énorme salaire, bravo à vous. Mais il y a un moment où les revenus sont capés. Vous ne pouvez pas faire plus. Et surtout, si vous travaillez
5 jours par semaine, 10 heures par jour, pleines sur du montage, il y a un moment où vous allez devenir fou. Donc, c'est des choses qui se tiennent pas, et surtout si on veut peut-être aller plus loin. Et là, j'ai pris un exemple volontairement extrême parce que c'est jamais ces montants-là, hein. Déjà, vous facturez rarement 50 € de l'heure, vous travaillez rarement 10 heures par jour. Il y a les devis, il y a la prospection. Donc, on est plus sur souvent 2 000 – 3 000 €. Et ben, l'idée, c'est d'arriver à changer ces mathématiques-là. Il faut changer vos mathématiques et trouver une partie de votre business qui est décorrélée de votre temps. Et ça sera le plus important. Encore une fois, le but, c'est d'être efficace. Si on veut bosser beaucoup, ben vous pourrez continuer à bosser beaucoup, mais vous voulez pas être esclave du temps que vous y passez. Il y a un moment où il faut que vous puissiez être en train de faire des devis et que l'argent continue de rentrer. Et pour changer ces mathématiques-là, ben voilà tous les leviers que j'ai identifiés qu'on peut utiliser. Le premier levier, par exemple, ça peut être on en parlait au début, du storytelling, mais là, ça va être votre personal branding. Soignez votre personal branding, faire de votre nom une marque, devenir une référence. On en parlait un peu sur l'impact. Mais pour ça, vous pouvez écrire un livre, par exemple, vous pouvez avoir une chaîne YouTube, mettre en avant vos réalisations, vos avis clients. Tout ça, c'est des choses qui vous donnent une légitimité et du coup, vous pourrez vendre vos produits plus chers, par exemple. Si vous êtes monteur, vous avez travaillé pour un grand nom d'Internet, les gens s'attendent à ce que vos prix soient plus chers parce que vous avez une renommée. Donc ça va être très important. Pour un marchand de biens qui a un beau site Internet, qui a des belles plaquettes, qui est connu depuis des années et des années, les gens sont prêts parfois à payer un bien immobilier plus cher parce qu'ils savent que ça vient de ce marchand de biens-là, qu'il est une référence sur la ville et qu'il est très sérieux. Donc, le personal branding peut vous permettre de vendre plus cher. C'est un de vos leviers. Le deuxième levier, ça peut être de créer une communauté, par exemple, que ce soit avec un réseau de franchise, par exemple, que ce soit comme je l'ai fait sur Une vie de liberté, que ce soit créer votre réseau si vous êtes agent immobilier, par exemple, avoir 5000 amis sur Facebook au maximum. Ça vous permet de vendre à plus de monde, de toucher plus de monde. Ça, c'est aussi un levier, hein, de toucher plus de monde. C'est ce qu'on peut faire avec de la publicité, par exemple, si vous vendez des produits, vous faites de la publicité sur Internet. Mais l'idée, créer une communauté ou fédérer des gens autour de vous, ça vous permet de vendre à plus de monde et c'est un effet de levier. Ça peut être de recruter une équipe de freelance, par exemple. Si vous êtes monteur, et que vous avez créé un peu de personal branding, justement, vous avez créé une marque avec votre nom, ou que vous avez une renommée, vous pouvez communiquer autour de vous pour fédérer des gens et pourquoi pas commencer à leur apprendre le montage et à recruter des équipes. Et la prestation que vous vendiez 50 €, vous pouvez peut-être la sous-traiter à quelqu'un qui n'aurait pas eu de client, qui prendra la prestation pour 40 € par exemple. Là, vous n'avez toujours pas de salarié, vous avez une équipe qui travaille pour vous et vous encaissez la différence. Ça peut être hyper intéressant. Bien sûr, il y a le grand classique, hein. Créer un produit numérique, par exemple, comme une formation en ligne. Ça, c'est quelque chose qui va vous permettre de générer de l'argent en n'étant pas sur votre lieu de travail. Ça va être hyper puissant. Écrire un livre, par exemple, bien entendu. Nous, on en a écrit 2. On a écrit Riche de liberté et puis Chemin pour devenir grand. Là, moi, ça m'arrive des fois d'être en week-end et de vendre un livre. À la période de Noël, on a vendu pas mal de livres Chemin pour devenir grand. Ça, c'est quelque chose qui est un vrai effet de levier. Il y a l'affiliation, bien sûr. Et ça peut être dans les deux cas. Soit vous avez une compétence et vous la mettez au service de quelqu'un qui vend des infoproduits et vous touchez une commission sur ses ventes. Quelque part, c'est ce que va faire Mika avec la nouvelle formation marchand de biens. C'est nous qui la commercialisons, c'est nous qui la mettons en avant. Mika, lui, c'est un pur marchand de biens, mais il va toucher les revenus qui sont décorrélés de son travail parce qu'il nous a apporté sa compétence de marchand de biens sur la formation. Ça, c'est hyper intéressant. Ou alors, vous pouvez faire comme Pauline, par exemple, Pauline Immo Durable, qu'on a reçue sur le podcast des Gentlemen Investisseurs, qui, elle, a créé une communauté sur Instagram et qui, aujourd'hui, met en avant des marchands de matériaux, met en avant des produits de rénovation et touche des commissions d'affiliation là-dessus. Elle est aussi investisseuse, Pauline, elle travaille sur son business, mais elle a ses revenus qui sont décorrélés de son business, qui peuvent rentrer. Ça, c'est hyper important. Un autre effet de levier qui est très qui est magnifique, c'est de résoudre un problème. Nous, on le voit en ce moment sur une opération de marchand de biens. J'en dis plus sur le podcast privé des Gentlemen Investisseurs, mais il y a une opération de marchand de biens où on a gagné plusieurs dizaines de milliers d'euros en résolvant un petit problème de cadastre que les gens qui nous vendaient l'immeuble n'avaient pas vu, n'étaient pas au courant, ou voulaient pas en tout cas s'embêter avec ça. Nous, on a résolu ce petit problème de cadastre qui nous a coûté 1 800 € et qui nous permet sur l'opération de gagner plusieurs dizaines de milliers d'euros.
Et ça, c'est un effet de levier parce que avec le métier de marchand de biens, on a résolu un problème. Donc, ça, c'est peut-être un des plus puissants. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui résout des problèmes et plus vous allez résolver des problèmes complexes, plus vous allez pouvoir gagner d'argent sur ces résolutions de problèmes. Ça, c'est vraiment quelque chose à avoir en tête. Et le marchand de biens, c'est vraiment quelqu'un qui résout un problème. Le plus souvent, il y a un bien qui était sur le bon coin, qui se vendait pas du tout. Le marchand de biens arrive, trouve une façon de le découper que personne n'avait vu, et là, il va pouvoir gagner de l'argent sur cette découpe. Bien entendu, créer un réseau, je le disais, les agents IMO, si vous êtes marchand de biens, vous créez un réseau d'agents IMO, c'est de l'effet de levier. Vous n'avez plus besoin de chercher sur le bon coin. Les affaires sonnent directement au téléphone. Et là, votre réseau, c'est un vrai effet de levier. Vous gagnez du temps. Vous gagnez énormément de temps. Ça, c'est hyper important. Encore une fois, un autre effet de levier, lever des capitaux. Moi, je le vois pour le marchand de biens. Aujourd'hui, avec Benjamin, on cherche des opérations tout le temps. On ne se fixe plus de limites financières parce qu'autour de nous, on a trouvé des investisseurs en love money et des banques, bien entendu, qui peuvent nous financer tous les projets qu'on sort. Donc, c'est génial. Et plus on peut lever de capitaux, plus on peut faire de projets, plus on peut gagner d'argent. Et ça, c'est un véritable effet de levier pour nous. On n'est plus limité par nos finances personnelles puisqu'on a trouvé ça. Donc, ça, c'est un des vrais commandements de l'entrepreneur libre, l'effet de levier, parce que justement, ça permet de démultiplier toute sa puissance. Et le dernier que j'ai trouvé, bien entendu, c'est trouver des associés. Encore une fois, entreprendre seul, ça veut pas dire... être solopreneur, ça veut pas dire entreprendre non plus seul. Mais en trouvant des associés, on peut multiplier ses compétences, on peut multiplier son temps. 1 + 1 n'est pas souvent égal à 2, là. Quand on s'associe, 1 + 1 peut être égal à 10. Donc, c'est vraiment important. Et moi, je le vois avec mes associés, que ce soit Ben, bien entendu, mais aussi Yann et Fabien, à quel point, et Nico sur la partie Airbnb Escape Game, à quel point ça a renforcé mes projets et ça m'a permis de faire beaucoup plus. Donc, voilà, je vous encourage aussi à trouver des associés. Et j'en ai terminé avec ce 5e commandement. On arrive déjà à la conclusion de ce podcast. Et ce que je peux vous dire, c'est que voilà, j'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu, que ça fera bien le complément avec le podcast sur la vision. Je vous ai donné mes 5 piliers pour quand on est entrepreneur solo. Vous aurez peut-être des piliers. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voyez des piliers, des commandements pour vous qui compléteraient ça, ou des commandements que vous allez vous appliquer à vous-même. Pour résumer, en tout cas, pour moi, entreprendre en solo, c'est déjà savoir ce qu'on veut dans la vie. C'est savoir bien raconter son histoire pour fédérer les gens autour de nous. C'est parce qu'on vit qu'une seule fois, être passionné par son sujet, être passionné par son business. C'est bien investir parce que ce qu'on veut, c'est entreprendre pour investir et derrière investir pour sécuriser notre liberté. Et donc au final, entreprendre pour être libre, c'est être organisé pour pouvoir justement se laisser des vrais moments de liberté et savoir utiliser l'effet de levier pour toujours aller plus loin. Et donc pour conclure ce podcast, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous voulez vraiment que votre business vous apporte dans votre vie? Je vous souhaite une belle semaine. Je vous retrouve ici dans 15 jours. Et d'ici là, je vous souhaite le meilleur. Et vous le savez, je vous souhaite, par-dessus tout, de vivre libre.